Alors, bon après-midi à tous. Alors, s'il vous plaît, la Commission reprend ses travaux. Je demande, bien sûr, comme d'habitude, d'éteindre la sonnerie des téléphones cellulaires. Nous allons poursuivre les consultations particulières et auditions publiques dans le cadre de notre mandat d'initiative portant sur le phénomène du recours aux paradis fiscaux. Nous avons le plaisir de recevoir cet après-midi les représentants du ministère des Finances. Donc, M. Luc Monti. M. Monti, bienvenue, M. le sous-ministre. M. Simon Bergeron. M. Marc Grandisson. Et M. Éric Ducharme. Donc, bienvenue, ainsi que le personnel du ministère des Finances qui vous accompagne. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, comme on vous l'a expliqué, l'objectif de notre commission est de bien comprendre le phénomène des paradis fiscaux, d'obtenir les informations qui les concernent, de voir ce que le Québec fait ou peut faire actuellement, et de notre part, de formuler des recommandations auprès du gouvernement pour améliorer la position du Québec par rapport aux paradis fiscaux. On sait qu'aujourd'hui, dans le monde entier, il y a des mouvements, il y a des pays qui bougent beaucoup, les États-Unis, il y a également la Grande-Bretagne, l'OCDE. Donc, l'objectif premier, c'est pas de chercher à identifier des personnes. Notre objectif, c'est de chercher à identifier des outils ou des moyens pour contrer l'évasion fiscale ou l'évitement fiscal. La parole est à vous, Monsieur le sous-ministre. Vous avez 30 minutes pour vous exposer et nous aider à mieux comprendre. Alors, on va s'y mettre, Monsieur le Président. On va faire notre possible pour répondre à vos questions. Alors, d'abord, d'entrée de jeu, je remercie la Commission de recevoir le ministère des Finances dans le cadre de ses consultations sur le phénomène du recours aux paradis fiscaux. Alors, dans son mémoire remis à la Commission, le ministère aborde cette question en 3 étapes. Dans une première section, on précise un certain nombre de concepts et de définitions en expliquant ce dont on parle lorsqu'on traite de la perception des revenus de l'État, des pertes fiscales et des paradis fiscaux. La deuxième section de notre mémoire est consacrée à une estimation de l'importance des phénomènes en cause, soit les pertes fiscales et les paradis fiscaux. Enfin, dans la troisième section, le ministère rend compte des efforts engagés pour assurer la récupération des pertes fiscales et pour lutter contre les paradis fiscaux. De quoi parle-t-on? D'abord, en 2014-2015, les revenus consolidés de l'État québécois se sont chiffrés à 96 milliards de dollars. Cela comprend toutes les sources de revenus. Mais à eux seuls, les revenus fiscaux ont atteint 58,9 milliards de dollars, soit 61,4 des revenus de ces revenus consolidés de l'État québécois. C'est donc dire le rôle crucial des revenus fiscaux dans le financement des services assurés par l'État. Il est donc essentiel pour le gouvernement de percevoir l'ensemble des revenus fiscaux déterminés par des lois et des règlements. Comme dans les autres sociétés démocratiques, la perception des revenus fiscaux au Québec repose sur l'autocotisation. Et puis l'État assure l'efficacité de cette autocotisation par la mise en place de contrôles. Au Québec, la perception des revenus semble être globalement efficace suite à notre analyse. De fait, lorsqu'on examine l'évolution sur une longue période des revenus imposables des particuliers et des sociétés, soit les bases d'imposition les plus susceptibles d'être affectées par les initiatives des contribuables visant à échapper à l'impôt, on ne peut conclure qu'il y a eu érosion de l'assiette d'imposition du gouvernement, comme l'illustrent les graphiques qui vous sont présentés. Bien au contraire, le revenu imposable des particuliers, comme celui des sociétés, a augmenté par rapport au PIB, c'est-à-dire à notre richesse, au cours des 20 dernières années. Par exemple, de 1997 à 2013, le revenu imposable total des particuliers est passé de 68,7 du PIB à 73,1 du PIB. En 2013, les revenus déclarés, ainsi, soit les salaires, les gains capitaux, les revenus de placement et tous les autres revenus des contribuables particuliers, s'établissaient à 265,3 milliards de dollars par rapport à un produit intérieur brut de 360 milliards de dollars. C'est donc dire qu'annuellement, même s'il y a présence de pertes fiscales,
les revenus déclarés avec notre système d'imposition sont importants. Et on observe le même phénomène pour ce qui est du revenu imposable des sociétés. En 2013, toujours, les revenus imposables des entreprises s'établissaient à 44,8 milliards de dollars, soit 12,4 du PIB. L'absence d'érosion des revenus imposables du gouvernement ne signifie pas que le gouvernement perçoit tous les revenus, néanmoins tous les revenus qui lui sont dus. Il existe en effet un écart entre les revenus fiscaux dus à l'État en fonction des lois et des règles existantes et le revenu effectivement perçu. Cet écart ou perte fiscale provient de 4 sources. Tel qu'illustré dans le graphique suivant, les 3 premières sources de perte fiscale ont en point commun de résulter de gestes illégaux. On voit dans l'encadré pointillé à gauche du tableau les composantes de l'évasion fiscale. Et l'évasion fiscale comprend d'abord la non-déclaration des revenus légaux. Cette première source de perte fiscale correspond à des revenus légaux que des contribuables ont omis de déclarer en partie ou en totalité. Par exemple, on parle ici de travail au noir lorsque les revenus non déclarés proviennent d'un emploi. On parle de non-déclaration de revenus provenant de placements ou de gains en capital, qui constitue un autre exemple de non-déclaration de revenus légaux. La deuxième catégorie d'évasion fiscale concerne la dissimulation de revenus illégaux, les revenus découlant des activités illégales et criminelles telles que le proxénétisme ou la vente de drogue créent cette évasion. Troisièmement, la désobéissance aux règles fiscales. Cette troisième catégorie regroupe les pertes fiscales provenant du non-respect des règles fiscales. Un exemple fréquent est celui de la fausse facturation, c'est-à-dire des contribuables qui présentent des demandes abusives de crédit et ne remettent pas les taxes perçues. Alors, on voit là déjà une complexité des composantes d'évasion fiscale dont qu'il faut suivre. La quatrième source de perte fiscale correspond à ce que l'on appelle l'évitement fiscal. Vous l'avez à droite du tableau que je vous ai présenté. Cette catégorie de perte fiscale correspond aux planifications qui respectent la lettre de la loi, mais pas son esprit. On classe dans cette catégorie les planifications fiscales agressives qui réduisent l'impôt sans qu'il soit possible a priori de déterminer si cette réduction respecte ou non l'esprit de la loi. Quant aux paradis fiscaux, maintenant, les paradis fiscaux sont des juridictions qui, en raison de leur législation ou de leurs règles de fonctionnement, permettent la réalisation de stratégies soit d'évitement fiscal ou assurent la protection de revenus issus de l'évasion fiscale. 4 caractéristiques sont généralement utilisées pour décrire un paradis fiscal. D'abord, les impôts y sont inexistants ou très bas. Il existe des lois très strictes, très strictes en matière de protection du secret bancaire. L'administration du régime fiscal y manque de transparence. Il n'y a pas de véritable collaboration quant à l'échange d'informations avec les autres pays. Au Québec et ailleurs, les paradis fiscaux soutiennent de 2 manières les initiatives conduisant à des pertes fiscales. Premièrement, dans le cas de l'évasion fiscale, les 3 premières composantes qu'on a vues tantôt, les paradis fiscaux constituent un abri pour les bénéfices retirés de cette évasion fiscale, en les rendant difficilement retraçables. Deuxièmement, certains agissements relevant de l'évitement fiscal sont mis en place en s'appuyant sur les possibilités juridiques offertes par les paradis fiscaux. C'est le cas, par exemple, d'un contribuable parvenant à éviter tout impôt en utilisant une série d'opérations impliquant des structures juridiques situées dans un paradis fiscal. Les paradis fiscaux exercent essentiellement 3 types d'activités. Ils constituent un refuge pour les particuliers en situation de fraude fiscale ou pour des criminels effectuant un blanchiment de revenus. Ce sont des particuliers généralement fortunés qui utilisent les paradis fiscaux, les contribuables moins fortunés n'ayant ni les moyens financiers ni les réseaux nécessaires pour profiter de ces juridictions. Aussi, les paradis fiscaux permettent aux entreprises de déployer des stratégies visant à réduire l'imposition de leurs profits. Les stratégies utilisées comprennent notamment la manipulation des prix de transfert, les transferts de capitaux entre maisons mères et filiales, ou la localisation de droits de propriété intellectuelle et des redevances
dans les juridictions où l'imposition est la plus faible. Enfin, les paradis fiscaux sont principalement de petits États ou des territoires de petite taille, mais disposant du pouvoir de définir leur régime fiscal. Et en raison de leur petite dimension, ces juridictions peuvent réduire ou même annuler leurs impôts, car la perte de revenus qu'ils subiront sera plus que compensée par l'activité financière qu'ils attireront. En effet, les paradis fiscaux utilisent des outils juridiques analogues, soit essentiellement un cadre légal et réglementaire permettant la mise en place de structures écrans, s'appuyant sur le secret bancaire et garantissant une taxation nulle ou très faible. Cette analyse de la situation nous porte à conclure que pour s'attaquer aux paradis fiscaux, le Québec doit d'abord poursuivre et intensifier les mesures pour contrer l'évasion fiscale et l'évitement fiscal sur son territoire. Cela a pour effet de limiter d'autant les sommes qui sont transportables alors vers les paradis fiscaux. Deuxièmement, le Québec doit contribuer aux initiatives nationales et internationales pour mieux encadrer les ententes fiscales internationales et les échanges d'informations, et ce, afin de limiter les comportements illégaux ou abusifs au moyen des paradis fiscaux. Maintenant, en ce qui concerne l'évaluation de l'ampleur des phénomènes en cause, la section 2 de notre mémoire, on dispose d'une estimation des pertes fiscales subies annuellement liées à l'évasion fiscale. Pour ce qui est des paradis fiscaux, l'impact du phénomène est beaucoup plus difficile à quantifier et l'on ne peut que présenter quelques éclairages indicatifs. Les pertes liées à la non-déclaration des revenus légaux, c'est ce qui constituait le premier bloc du schéma de tantôt. Le ministère des Finances a procédé en 2015 à une actualisation de l'évaluation des pertes liées à la non-déclaration de revenus légaux pour l'année 2013. Et selon cette mise à jour, les pertes fiscales découlant de l'économie au noir atteignaient 3,9 milliards de dollars en 2013, soit 3,8 du produit intérieur brut. Quant aux autres formes d'évasion fiscale, maintenant, il n'existe pas d'estimation propre au Québec pour les pertes fiscales résultant soit de la dissimulation des revenus illégaux et ni de la désobéissance aux règles fiscales. On peut néanmoins noter que Statistique Canada a déjà estimé en 1994 à 1 % la part du PIB reliée à des activités illégales dans l'économie. On ne dispose pas non plus d'évaluation globale pour le Québec des pertes fiscales découlant de l'évitement fiscal. Sur le plan international, il existe également peu de données concernant l'ampleur du phénomène des paradis fiscaux et l'impact de ces paradis fiscaux en termes de pertes fiscales pour les pays touchés. Ces données sont tout aussi rares pour le Canada et inexistantes pour le Québec. Cependant, il est possible d'illustrer ce que pourraient représenter pour le Québec les pertes fiscales liées aux paradis fiscaux en extrapolant à partir d'estimations effectuées pour l'ensemble des juridictions dans le monde. Ainsi, Gabriel Zuckman, dans son étude publiée en 2014 dans le Journal of Economic Perspectives, a estimé le montant de la richesse globale placée dans les centres financiers extraterritoriaux par les particuliers en se servant de méthodes indirectes, comme l'analyse des anomalies contenues dans les statistiques sur les investissements dans ces centres financiers. Et pour le Canada, il estime la fortune accumulée hors Canada au fil des années par des particuliers canadiens à 300 milliards de dollars. Cela représenterait 9 % des avoirs financiers totaux des Canadiens. En attribuant au Québec une part de la fortune cumulative équivalente à l'importance des contribuables québécois à haut revenu dans le Canada, découlant de ces placements, on obtiendrait alors des pertes fiscales annuelles résultant de ces déplacements à environ 800 milliards de dollars pour le Québec. 800 millions, pardon. 800 millions. Pour ce qui est des sociétés, l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices peuvent servir de référence lorsqu'on traite de l'usage des paradis fiscaux. À titre illustratif, une étude préliminaire du Fonds monétaire international
estime à 5 % les pertes mondiales de revenus de l'impôt des sociétés. Mais comme le mentionne l'OCDE, qui a commenté cette étude, l'estimation ne sépare pas les effets de comportement d'évasion fiscale des effets économiques réels provenant des différences dans les politiques fiscales des pays. C'est-à-dire, est-ce que ces écarts-là ces pertes-là proviennent tout simplement des avantages consentis par les juridictions ou elles viennent vraiment de déplacements? Sur cette base, les pertes annuelles des sociétés extrapolées pour le Québec s'établiraient à 200 millions de dollars par année. Il s'agit là d'illustration car le ministère des Finances n'est pas en mesure de valider toutes les données utilisées pour ces estimations internationales. Néanmoins, il nous semblait, après examen, que ces références étaient les mieux bâties. Maintenant, la troisième section de notre mémoire discute des mesures, mais la récupération des pertes fiscales et la lutte contre les paradis fiscaux. Alors, on l'a souligné d'emblée, les revenus fiscaux jouent un rôle essentiel dans le financement des services publics. Ainsi, afin d'assurer ce financement, mais également pour des raisons d'équité, tous les efforts doivent être consentis pour que l'État perçoive le plein montant des revenus découlant du cadre fiscal défini démocratiquement par l'ensemble des citoyens. Ainsi, les initiatives engagées par le gouvernement au Québec sont appuyées sur deux leviers principaux, soit d'abord Revenu Québec, transformé en agence, et dont les efforts de lutte contre l'évasion fiscale et l'évitement fiscal constituent, dans plusieurs cas, un modèle pour d'autres juridictions. Également, la mise en place d'un système de financement de mesures de récupération de pertes fiscales au moyen d'une provision financière du ministère des Finances. Ces différentes initiatives visent soit la récupération de pertes fiscales liées à l'évasion fiscale, la récupération de pertes fiscales liées à l'évitement fiscal et la lutte contre les paradis fiscaux. Au cours des dernières années, le Québec a engagé des initiatives majeures afin de récupérer les pertes fiscales liées à l'évasion fiscale. Je relaterai certaines initiatives mentionnées dans notre mémoire. D'abord, le ministère des Finances a investi des sommes importantes chaque année pour financer les actions des intervenants impliqués dans les secteurs à risque et à l'intérieur des comités accès, c'est-à-dire des comités d'action concertés pour contrer les économies souterraines. Ces actions annuelles visent le commerce illégal du tabac, de l'alcool, des crimes économiques et financiers et du travail au noir dans la construction. Avec ces mesures, on y coordonne l'action des corps policiers, du ministère de la Justice, de Revenu Québec, de l'Autorité des marchés financiers, de la Commission de la construction du Québec et de bien d'autres intervenants dans ces secteurs. Ces actions permettent de réduire les pertes fiscales de 400 millions de dollars annuellement. On récupère plus de 9 $ pour chaque dollar investi. Quant à Revenu Québec, de son côté, les actions sont importantes. Par exemple, Revenu Québec a intensifié les activités de contrôle fiscal des entreprises. En 2014-2015, Revenu Québec a ainsi contrôlé 48 % des grandes entreprises, soit celles dont le chiffre d'affaires est de 60 millions de dollars ou plus. De plus, Revenu Québec a mis en place au cours des dernières années des mesures dans des secteurs considérés comme des secteurs à risque. On parle ici de l'attestation, par exemple, de l'attestation de conformité fiscale, notamment dans le secteur de la construction. Avant l'octroi des contrats, l'attestation de conformité fiscale indique que l'entreprise a produit les déclarations et les rapports qu'elle devait transmettre en vertu des lois fiscales et n'a pas de compte en souffrance à l'endroit de Revenu Québec. On parle des modules d'enregistrement des ventes. Revenu Québec exige l'installation de modules d'enregistrement des ventes dans les restaurants et procède actuellement à leur déploiement dans les bars. On parle des grands chantiers privés et publics de construction. Revenu Québec assure une présence soutenue sur les grands chantiers privés et publics afin de reconstituer la chaîne de sous-traitance et de détecter rapidement les manquements aux lois fiscales.
On parle des revenus liés aux activités criminelles. À la suite de la réception de renseignements policiers, Revenu Québec est maintenant en mesure de délivrer des avis de cotisation sur les revenus liés aux activités criminelles. Les résultats de ces actions sont impressionnants. Les initiatives engagées par Revenu Québec pour récupérer une partie des pertes fiscales liées à l'évasion fiscale et l'évitement fiscal sont importants. Les sommes récupérées sont passées de 2,8 milliards de dollars en 2010-2011 à 3,3 milliards en 2014-2015, soit près de 500 millions de dollars de plus annuellement. Les pratiques d'évitement fiscal constituent un sujet constant et croissant de préoccupation pour le gouvernement, entre autres. Afin de récupérer les pertes fiscales liées à l'évitement fiscal, le gouvernement a engagé des efforts dans plusieurs directions au cours des dernières années. On parle notamment de la lutte ciblée contre les planifications fiscales agressives, la définition de nouvelles dispositions législatives et de nouvelles règles, l'échange de renseignements avec l'Agence de revenus du Canada, l'application du programme de divulgation volontaire, la vérification des fiducies. Tous ces gestes ont permis d'accroître nos efforts envers les pratiques d'évitement fiscal. D'abord, la lutte contre les planifications fiscales agressives. En particulier, le Québec a été, à la suite d'une annonce du ministère des Finances en 2009, l'une ou la première juridiction au Canada à revoir l'encadrement législatif des planifications fiscales agressives pour y intégrer des mesures dissuasives. Ainsi, depuis lors, une équipe spécialisée dans la lutte contre les planifications fiscales agressives a été mise en place à Revenu Québec afin de prendre les moyens appropriés pour contrer celle-ci, ce qui englobe notamment la vérification de dossiers pouvant impliquer des paradis fiscaux. Cette équipe spécialisée a permis une récupération fiscale de plus de 516 millions de dollars depuis 2009. La lutte contre les paradis fiscaux maintenant. Comme on vient de le voir, plusieurs mesures concernant l'évitement fiscal comprennent des initiatives reliées aux paradis fiscaux. Et la lutte directe contre les paradis fiscaux se déploie par ailleurs à 3 niveaux. Les principales actions pour encadrer les paradis fiscaux sont définies à l'échelle internationale, car la lutte contre les paradis fiscaux nécessite une étroite coopération à l'échelle de la planète, en raison de la mondialisation de l'économie et du mouvement des capitaux. Alors, dans le cadre de ces compétences, d'abord, le gouvernement fédéral a mis en place plusieurs mesures additionnelles de contrôle. Pour sa part, le Québec utilise les différents leviers à sa disposition pour accompagner cette lutte et s'assurer qu'elle produit les effets attendus sur la perception des revenus de l'État. Les actions engagées sur le plan international. La lutte contre les stratagèmes d'utilisation des paradis fiscaux nécessite une approche concertée sur le plan international. L'OCDE souligne à juste titre que si un pays adopte seul des mesures pour contrer les transferts de bénéfices, les multinationales modifieront leur planification fiscale pour arriver au même résultat. Pour cette raison, il est essentiel que le Canada participe aux efforts de lutte contre les paradis fiscaux de l'OCDE et du G20. Les travaux de l'OCDE permettront notamment de mettre en œuvre des mesures pour contrer l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices de façon uniforme et coordonnée dans les pays du G20 et de l'OCDE. En étant uniformes et coordonnées dans tous les pays, ces mesures réduiront la possibilité pour les multinationales d'exploiter les différences entre les régimes fiscaux des pays, comme c'est actuellement le cas. Le Québec suit attentivement ces travaux et ajustera son régime fiscal en conséquence. L'OCDE mène une action sur le plan international afin de renforcer la transparence et l'échange d'informations dans le domaine fiscal en s'assurant de l'application de normes convenues internationalement. En 2013, les dirigeants du G20 se sont engagés à ce que l'échange automatique de renseignements fiscaux sur les comptes financiers devienne la nouvelle norme mondiale. Plus récemment, le 2 juin 2015, le Canada, pour y donner suite, a signé l'accord multilatéral entre autorités compétentes relatif à la mise en œuvre de la norme commune de déclaration de l'OCDE. En tout, 60 relativement aux comptes financiers. Et en tout, 61 administrations ont signé l'accord multilatéral entre autorités compétentes
et les premiers échanges relatifs aux comptes financiers débuteront en 2018. Cet accord multilatéral entre autorités compétentes permettra au Canada de profiter d'un arrangement coordonné avec d'autres autorités fiscales pour échanger des renseignements relatifs aux comptes financiers de façon efficace et sécuritaire. Ces renseignements permettront à l'Agence de revenus du Canada de détecter plus facilement les cas d'évasion fiscale et l'Agence du revenu du Canada pourra informer Revenu Québec des dossiers visés par ces informations. Plus précisément, en vertu de la nouvelle norme, l'Agence du revenu du Canada obtiendra des autorités fiscales étrangères des renseignements sur les comptes détenus par des résidents canadiens dans leur juridiction et vice-versa. Les travaux de l'OCDE portent également sur l'érosion de la base d'imposition et les transferts de bénéfices. En juillet 2013, sur la base de ces travaux, les pays du G20 ont adopté un plan d'action. Ce plan d'action, élaboré par l'OCDE avec l'ensemble des pays du G20, vise à permettre aux pays d'élaborer des normes coordonnées, complètes et transparentes afin d'empêcher des stratagèmes et s'assurer que les bénéfices sont imposés là où les profits sont réalisés et où la valeur est créée. Le plan d'action comprend 15 actions visant les arrangements juridiques de planification fiscale auxquels ont recours certaines multinationales. Les premières suites données au plan d'action. Les membres du G20 ont déposé en 2014 un ensemble de rapports et recommandations constituant les premières suites apportées à 7 des 15 initiatives du plan d'action. Ces mesures, bien qu'approuvées sur le principe, ne sont pas encore finalisées. Les prochaines étapes, c'est qu'en 2015, il est prévu que les rapports portant sur les 8 autres actions seront déposés, certains en octobre et d'autres en décembre. L'étape suivante du plan d'action de l'OCDE consistera à soutenir les pays dans leur examen des recommandations et dans la mise en œuvre de ces nouvelles mesures. Le Québec suivra attentivement les développements concernant les recommandations du plan d'action de l'OCDE, ainsi que les discussions internationales qui suivront sur leur mise en œuvre par l'ensemble des juridictions. Maintenant, également, depuis 2010 notamment, plusieurs mesures additionnelles ont été mises en place par le gouvernement fédéral. Alors, en plus de prendre part aux initiatives internationales, le gouvernement fédéral a instauré, dans les dernières années, plusieurs mesures concernant directement ou indirectement les paradis fiscaux. Ces mesures visent notamment à éliminer les échappatoires fiscales, à préciser certaines règles fiscales, à réduire l'évitement fiscal international abusif et à accroître l'intégrité du régime fiscal dans son ensemble. Pour le Québec, il s'est agi d'engager un certain nombre d'initiatives afin de s'inscrire dans l'action définie à l'échelle internationale et canadienne contre les paradis fiscaux. Ces initiatives concernent l'harmonisation aux dispositions fédérales, notamment pour la lutte contre les planifications fiscales agressives internationales. En outre, les règles de fiscalité internationale au Québec sont généralement harmonisées aux règles fédérales, notamment en ce qui a trait au calcul du revenu imposable pour les entreprises en activité dans d'autres pays, aux revenus gagnés par une filiale étrangère affiliée ou aux dividendes versés par ces dernières, ainsi qu'aux règles de prix de transfert. Donc, le Québec a harmonisé entièrement sa fiscalité pour tenir compte des nouveaux changements fédéraux. Plus récemment, suite aux recommandations de la Commission d'examen sur la fiscalité québécoise, qui a déposé son rapport en février 2015, la Commission d'examen a émis 5 recommandations au gouvernement du Québec concernant les problématiques liées à la fiscalité internationale. Et conformément à ces recommandations, le ministère a pris les initiatives pour entrer en discussion avec le gouvernement fédéral et les autres provinces pour faire avancer les réflexions sur ces sujets. Alors, Monsieur le Président, en conclusion de notre mémoire, on indique que le Québec doit d'abord continuer à investir les sommes nécessaires
pour lutter contre l'évasion fiscale, l'évitement fiscal et les paradis fiscaux dans leur ensemble et coordonner l'action de l'ensemble des intervenants au Québec. Le Québec doit aussi maintenir l'expertise nécessaire en cette matière. Le Québec doit également s'adapter aux nouvelles pratiques qui occasionnent des pertes fiscales de toute nature. La lutte engagée pour limiter les pertes fiscales implique des actions adaptées en ce qui concerne les paradis fiscaux. Les mesures ayant pour but de contrer l'évasion fiscale et l'évitement fiscal sur le territoire québécois ont pour effet de diminuer l'utilisation des paradis fiscaux et donc constituent une première arme pour limiter les déplacements de fonds vers les paradis fiscaux. De plus, une action concertée du gouvernement fédéral et des provinces est essentielle afin de lutter efficacement contre les paradis fiscaux. Les initiatives visant les paradis fiscaux font ainsi partie de l'effort consenti de façon permanente pour protéger les revenus de l'État et en assurer le recouvrement. L'enjeu est crucial puisqu'il s'agit en fait de s'assurer de la principale source de financement des services publics. Merci, M. le Président. Merci, M. Monti, de votre présentation fort intéressante. Monsieur le député de Laval-des-Rapides m'avait demandé, vous vouliez commencer? Non, monsieur le député de Pontiac, allez-y. Merci, M. le Président. Merci, M. Monti et toute votre équipe qui est ici aujourd'hui et aux gens du ministère qui ont préparé la documentation qui nous a été acheminée également. On voit que c'est un travail de longue haleine. Ce qui est intéressant de vous avoir en premier avec les gens de Revenu Québec, là, ici dans le cadre de nos travaux, c'est qu'on peut mesurer l'ampleur et ce que le gouvernement du Québec est en train de faire sur la question. Donc, parlant de l'ampleur, j'aimerais qu'on revienne sur l'étude de Gabriel Zucman à laquelle vous faites référence. Là. Dans votre mémoire, quand on regarde son estimation de la richesse canadienne et donc l'extrapolation qui mène à la richesse québécoise qui est assise, si je peux dire ainsi, là, dans les paradis fiscaux, ce que je comprends, c'est qu'il y a une richesse québécoise d'environ 47 milliards qui est dans les paradis fiscaux. Et donc, les pertes fiscales, si je comprends bien, et je vais vous demander de commenter, là, les pertes fiscales pour le gouvernement du Québec, année après année, de cet argent-là qui est investi dans les paradis fiscaux, serait d'environ 800 millions. Ça, si je comprends bien, c'est par année seulement pour les particuliers. Mais pouvez-vous me dire, parce que vous avez dit c'est la meilleure estimation qu'on a, évidemment, on comprend que ces choses-là, c'est pas toujours facile à calculer et à bien comprendre. Mais parlez-moi un petit peu de cette étude-là et pourquoi vous la trouvez si juste et appropriée. M. Monti? Oui, merci, M. le Président. Eh bien, il existe plusieurs études, un certain nombre, je ne dirais pas plusieurs, mais un certain nombre d'études qui essaient de mesurer les phénomènes qui, par définition, sont pas mesurés par des activités légales. Et donc, on peut, dans certains cas, comparer des données plus macroéconomiques et des données plus micro. Dans ce cas-là, ici, on utilise des approximations, des déplacements, des avoirs par les particuliers dans des centres financiers extraterritoriaux où on se rend bien compte que les déplacements financiers qui vont vers ces juridictions sont beaucoup plus importants que l'activité économique qui la sous-tend. Et puis, effectivement, après avoir défini une estimation de l'ampleur mondiale de cette richesse déplacée dans les différents centres, l'auteur a essayé de mesurer quelle pouvait être la part canadienne attribuable à ces montants et en arrive à une estimation dans le temps, donc après plusieurs années, de 300 milliards de dollars.
pour s'attribuer une part au Québec, on a tout simplement pris la part des ménages ou des contribuables qui ont un revenu de plus de 150 000 $ au Québec, qui constitue 15,6 des contribuables canadiens dans cette situation, et puis ce qui pourrait nous donner un déplacement accumulé de richesse de 47 milliards, qui entraînerait, si on recevait annuellement un rendement, puis on a pris le même taux que l'auteur, un rendement de 7 sur ces sommes déplacées à l'étranger, puis on dit si elles étaient dans le temps restées au Québec, et si on leur attribuait un rendement de 7 bien, ça occasionnerait un rendement des recettes fiscales additionnelles de 800 millions de dollars annuellement. Entre nous, on trouve cette estimation quand même élevée. On pense que c'est un montant élevé, mais on ne voulait pas dénaturer le résultat de l'étude. Mais c'est ce qui... ça nous permet quand même d'illustrer l'importance relative, disons, de ces pertes-là par rapport à ce qu'on estimait également comme étant l'économie au noir au Québec à 3,8 milliards de dollars de pertes fiscales. Donc, l'idée, c'était d'avoir une idée de l'ampleur relative. On voulait montrer dans notre mémoire quelle est peut-être l'ampleur relative des paradis, du rôle des paradis fiscaux dans l'ensemble ou par rapport à l'ensemble des pertes fiscales qu'on peut présumer au Québec. Non, je comprends votre point de vue par rapport à une surestimation potentielle, parce que simplement en regardant un des tableaux là, que vous nous avez présenté initialement, celui qui parle de l'évasion fiscale, de l'évitement fiscal, évidemment, il y a toute une composante là, de dissimulation de revenus illégaux qui éventuellement peut se rendre vers des paradis fiscaux, et c'est certain que ces revenus illégaux-là, qu'ils soient ici au Québec ou qu'on les envoie vers des paradis fiscaux, c'est de l'argent qu'on n'a pas nécessairement des retours fiscaux pour le gouvernement. Si je me réfère un peu plus loin dans votre présentation, vous parlez de certaines des actions par rapport à l'évasion fiscale que le gouvernement a entrepris, des projets accès, entre autres, et évidemment, là, quand on parle d'évasion fiscale, on se rend aux paradis fiscaux éventuellement parce que c'est ce sur quoi, en grande majorité, le gouvernement peut agir. Mais vous parlez d'un chiffre qui est intéressant. Les activités de lutte contre l'évasion fiscale financées par la provision ont dégagé un rendement direct et indirect d'environ 400 millions de dollars par année, ce qui correspond approximativement à 9 $ par dollar investi annuellement. Et dans le tableau qui est joint à cette affirmation-là, vous faites la démonstration essentiellement que peu importe le financement que l'État met dans ces programmes-là, le rendement reste le même. Donc, vous n'avez pas vu de changement, que l'État investisse beaucoup, que l'État investisse moins. Le rendement, lui, demeure le même essentiellement d'année en année. À 9 pour 1. Oui, effectivement, on observe, si on veut, que le rendement marginal est encore intéressant. C'est-à-dire que, oui, on identifie, on réussit à limiter les activités d'évasion fiscale en faisant des récupérations. Mais il faut continuer d'année en année. Et puis, même en continuant d'année en année, on observe toujours un rendement important de ces activités. C'est donc dire que il est nécessaire, comme on le fait dans le domaine policier, par exemple, ou le domaine d'autres activités illégales, comme la drogue, d'avoir une action persistante, continue, d'adapter les actions dans chacun de ces acteurs-là, comme par exemple dans le cadre des comités accès, que ce soit pour l'alcool, le tabac, des crimes économiques et financiers. Annuellement, le ministère des Finances, avec les acteurs impliqués dans chacun de ces domaines-là, on se rencontre et puis on essaie de... Il faut, on se rend bien compte, s'adapter aux divers stratagèmes qui sont mis en place par les différents acteurs concernés là,
ceux qui ont intérêt à faire des activités légales dans ces secteurs-là. Alors, on voit que les stratégies se modifient. Il y a toujours un certain pourcentage de personnes, de contribuables dans ces secteurs-là qui développent des stratagèmes pour continuer leur activité en essayant d'échapper à l'impôt. Alors, il faut d'année en année continuer des initiatives et s'y adapter. Et c'est pour ça que dans le temps, par exemple, en ce qui concerne le travail au noir dans la construction, au début, on faisait surtout des interventions au niveau de contrôle, mais on a développé avec Revenu Québec la possibilité d'émettre des attestations, par exemple pour les chantiers de travail au noir, des chantiers de construction, avoir au préalable à l'octroi de contrats publics notamment, à développer une attestation où on va s'assurer que les participants au contrat public vont avoir rempli leurs obligations fiscales. Alors, c'est dans le temps qu'on doit s'adapter aux diverses pratiques. On parle ici également de la restauration. Au début, on faisait surtout des actions de contrôle, mais avec le phénomène qui s'était développé au milieu des années 2000, des zappers, bien, on a développé l'idée de mettre en place, de développer un logiciel pour un module d'enregistrement, ce qu'on a appelé d'enregistrement des ventes, pour mieux contrôler les ventes. Donc, dans toutes ces actions-là qui ont été développées par Revenu Québec, résultent souvent de la concertation qui a été mise en œuvre dans ces comités-là au cours des années. Parce que je vous dirais que le ministère des Finances, dans les budgets des 20 dernières années, presque à chaque année, il y a des initiatives pour lutter contre le travail au noir, l'évasion fiscale. Et j'en ai parlé tantôt, même les paradis fiscaux, avec les planifications fiscales agressives qui ont été mises en œuvre à compter de 2009. Mais effectivement, l'observation est bonne, c'est qu'on observe encore, malgré les investissements annuels, on observe encore des rendements importants associés à ces actions-là. Puis c'est pour cette raison qu'on recommande annuellement au gouvernement de les poursuivre. Tout ce que vous nous dites, c'est que plus on a des actions pour contrer l'évitement fiscal au Québec, plus à ce moment-là, on vient diminuer l'évitement fiscal vers les paradis fiscaux. Effectivement, comme vous voyez dans le schéma, c'est ce qu'on a voulu illustrer, c'est que il ne s'agit pas simplement que d'attendre que les actions de cohésion internationale arrivent. On peut, avec une action continue sur le territoire, avec les moyens dont on dispose pour lutter contre l'évasion fiscale, réduire les sommes disponibles pour être déplacées dans les paradis fiscaux. Parce que dans la mesure où on s'assure que les contribuables, que ce soit les particuliers ou les entreprises qui ont fait un revenu au Québec, le déclarent au Québec, à ce moment-là, on réduit la possibilité de déplacement dans des juridictions, des paradis fiscaux où il y a une fiscalité avantageuse. Donc, et puis, comme on l'a vu tantôt, quand même, l'évolution des revenus imposables déclarés par rapport à notre richesse se maintient dans le temps. Si on avait eu une décroissance du revenu imposable, parce que quand je parle quand on a représenté tantôt dans le graphique, c'était pas les revenus de l'impôt, c'était le revenu imposable déclaré. Donc, quand on demande à chaque contribuable, que ce soit une entreprise ou un particulier, quel revenu avez-vous gagné cette année et qui est sujet à l'impôt? Alors, ces revenus-là qui continuent à évoluer de façon importante dans le temps et au moins aussi rapidement que notre richesse. Alors ça, c'est quand même un signe où notre appareil de contrôle et de perception a quand même une certaine efficacité. Ça ne veut pas dire qu'on perçoit tout, mais on ne peut pas dire qu'il y a une érosion grandissante de l'évasion fiscale au Québec.
Merci. Madame la députée de Bourassa-Sauvé. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour votre présentation et votre mémoire. Tout à l'heure, vous avez indiqué que ce serait plus idéal d'imposer où la valeur est créée, où le profit est réalisé. Maintenant, cela m'a fait penser au prix de transfert, parce que le profit, c'est ce qui reste après que le prix de transfert est payé. Et un des problèmes que nous avons actuellement, c'est le prix de transfert et ce que le contribuable fait pour traiter ça d'une façon très agressive. D'abord, j'aimerais, pour les gens qui nous écoutent, que vous expliquiez c'est quoi le prix de transfert auquel on fait référence. Et j'aimerais connaître de votre part si vous avez des propositions comment on pourrait mieux traiter ce sujet-là du prix de transfert pour qu'il y ait moins de fuite d'argent à l'extérieur. Oui, M. Ponté. Bon, la question des prix de transfert, bien, on a fait un petit schéma à la fin de la présentation qu'on va vous présenter, qui illustre un peu une situation très, très simplifiée, mais qui aide à comprendre, par exemple, la question des prix de transfert. Il pourrait s'agir, par exemple, on prend une entreprise dans un pays qui produit un bien ou un service, disons, pour 10 $. Et puis, ce pays-là, il vend à une autre... il vend sa production dans une autre entreprise, dans un paradis fiscal. Il le vend à son coût. Et puis, à ce moment-là, il n'y a aucun bénéfice dans la juridiction d'origine. Et puis, par ailleurs, l'entreprise qui l'achète, qui est située dans le paradis fiscal, qui peut être une filiale de la première, elle le revend avec un bénéfice. Disons qu'elle revend 15 $. Donc, à ce moment-là, l'entièreté du bénéfice est réalisée dans le paradis fiscal et échappe au pays d'origine. Alors que le pays, la revente de ce produit-là dans un troisième endroit, un autre pays, pourrait ne rapporter également aucun bénéfice. Donc, l'idée du prix de transfert, c'est de faire en sorte que lorsque le bien est vendu dans une autre juridiction ou, par exemple, dans une entreprise qui est située dans un paradis fiscal, que le prix soit déterminé comme si les deux entreprises n'avaient aucun lien entre elles, comme si c'était un prix de marché, le meilleur prix offert sur le marché et non pas un prix qui correspond à une entente préalable avec une société, soit une filiale ou une société associée. Alors, l'idée, c'est que, et ça, c'est déjà prévu dans les règles internationales, dans l'ensemble des règles qui ont été établies dans le temps, soit édictées par l'OCDE et auxquelles ont convenu de s'associer l'ensemble des juridictions, c'est de faire en sorte que le prix de transfert soit établi entre deux entreprises comme si ce prix était établi entre deux entreprises qui n'ont aucun lien. Alors, on sait que dans les faits, il peut y avoir, dans les faits, il y en a qui abusent de ces dispositions-là et font en sorte qu'ils transigent des biens à un prix plus bas, par exemple, vers un paradis fiscal, qui fait en sorte que le revenu de la société où le bien où le produit, le service est produit, est inférieur à ce qu'il devrait. Ça fait en sorte que dans la juridiction où le pays producteur, il n'y a pas de profit et donc il n'y a pas de rendement fiscal. Alors que cette entreprise dispose de tous les services publics pour faire sa production. Alors, dans le temps, il s'est développé des règles dans le temps, des pratiques, des règles fiscales pour de mieux en mieux contrôler ça, mais ce n'est pas suffisant. Il reste que les entreprises s'adaptent dans le temps, ils développent des stratagèmes pour faire en sorte que les prix de transfert soient souvent inférieurs à ceux
ceux qui devraient être. Et surtout, quand on arrive dans le domaine des services, on parle des services que ce soit d'Internet ou des services de technologie, les montants déclarés comme prix de transfert dans les déclarations d'impôts, bien, ça doit faire l'objet de vérification constante. C'est complexe à évaluer pour les autorités fiscales et il s'agit de déterminer des façons de convenir entre les pays de la meilleure façon de les établir pour faire en sorte que la valeur créée dans chaque pays se matérialise en termes de revenus et soit déclarée à l'impôt. Je ne sais pas, Marc Grandisson aussi. M. Grandisson, oui. Oui, c'est ça. Ben, en fait, du coup, ça fait des années que c'est dans le régime fiscal aussi bien au Québec qu'au fédéral, la règle des prix de transfert. Et dans ce contexte-là, c'est beaucoup... Pour ce qui est des biens, c'est moins de problématique parce que tu peux plus souvent établir un prix de marché. Là où il y a l'enjeu, un des enjeux principaux ces temps-ci, c'est les marques de commerce, par exemple. C'est difficile à évaluer. Tu n'as pas un marché nécessairement pour une marque de commerce. Donc, c'est là qu'il y a le plus grand défi. Et c'est d'ailleurs dans les 15 actions que l'OCDE doit examiner en ce moment, un porte spécifiquement sur cet enjeu-là des prix de transfert, pour s'assurer que l'ensemble des pays, de manière coordonnée, les évaluent de la même façon, puis pour obtenir le bon résultat, comme disait M. Montier. Merci. Merci, M. le député de Portneuf. Merci, M. le Président. M. Montier, une présentation très intéressante. Vous nous avez démontré que si on veut mettre fin à ce phénomène des paradis fiscaux, la seule façon d'éradiquer ça, c'est qu'il faut toutes les fermer. Mais c'est pas évident, ça serait trop facile. Alors, puis je trouve que c'est intéressant. On investit, le gouvernement du Québec investit 1 $ et ça rapporte 9 $. Donc, pourquoi qu'on n'investit pas plus pour pouvoir en obtenir plus? Et ma question est à l'effet, est-ce qu'il y a des mesures qui ne sont pas appliquées au Québec, mais qui seraient intéressantes d'appliquer pour pouvoir mettre fin à ces paradis fiscaux-là? Puis est-ce qu'il n'y a pas des États qui ont mis de l'avant des mesures qui rapportent encore plus que ce qu'on a ici au Québec? M. Monti? Bien, c'est certain. Il faut qu'on... D'abord, en général, il faut continuer à y affecter des ressources suffisantes et puis mesurer les rendements et s'adapter aux nouvelles pratiques. J'en ai parlé. Maintenant, au niveau international, avec ce qu'on voit, ce qui s'est dégagé au cours des dernières années, comme notre document, notre mémoire le montre, et comme plusieurs publications ont fait état, c'est qu'il y a eu un développement important des flux financiers vers les paradis fiscaux et un développement important des activités de tout ordre réalisées par des multinationales dans ces paradis fiscaux. Ce qui a fait en sorte d'augmenter la préoccupation au niveau des organisations internationales, au G20, à l'OCDE. Donc, ces déplacements-là sont devenus importants à un point tel que les pays sentent il y a une pression pour faire davantage au niveau de l'échange d'informations, premièrement, ce qui va arriver en 2018 avec l'échange d'informations sur les comptes bancaires. Donc, on va avoir l'information. Le Canada va pouvoir avoir des informations sur les comptes de banque de Canadiens, mais à l'étranger, ce qu'on n'avait pas, et vice-versa pour les autres pays. Donc, il va y avoir un avantage mutuel à avoir cette information-là. Et la deuxième étape, je dirais, c'est resserrer toutes nos conventions en termes, comme vous l'indiquez, en termes de prix de transfert, par exemple. On sait qu'on peut améliorer nos conventions fiscales en termes de prix de transfert pour resserrer les règles. Mais pour que ça soit efficace, pour pas qu'une entreprise, si le Québec resserre ses règles seul, bien, elle va se déplacer et elle va faire un arrangement outre. Et puis, c'est l'expérience de plusieurs pays qui ont essayé de faire des initiatives seuls
on les a mentionnés dans notre mémoire. Généralement, ça se traduit par un abandon ou des difficultés d'application. C'est vraiment important qu'il y ait une cohésion dans l'amélioration, le resserrement des définitions internationales au niveau de la fiscalité pour faire en sorte de mieux contrôler et d'endiguer ce développement de pratiques-là. Mais si vous prenez connaissance des 15 recommandations de l'OCDE, ils sont vraiment très pratiques et ils identifient vraiment les gestes à poser dans chacun sur plusieurs items pour mieux contrôler au plan de la vérification et de l'information les stratagèmes qui sont pris. Vous permettez, M. Monti, on a encore 2 collègues qui veulent vous poser des questions. Oui, M. le député de Laval-Rapide. Oui, j'aurais deux petites questions, M. le Président. J'aimerais savoir, M. Monti, quand vous nous avez fait une liste là, des différentes actions que le Québec a posées au cours des dernières années là, pour combattre l'évitement fiscal. Peut-être que j'ai mal écouté ou mal entendu là, dans votre présentation et celle de ce matin. Est-ce qu'au Québec, nous avons des outils pour nous aider auprès de la population à les aider à nous aider? Ce que je veux dire par là, par exemple, est-ce que nous avons une ligne de divulgation ou un site web de divulgation, comme par exemple, on retrouve en Angleterre, comme par exemple, on retrouve ça aux États-Unis. Je vous donne un exemple que j'ai trouvé sur Internet. En 2008, un banquier de la firme UBS avait, après des accusations, avait volontairement, disons-le, suite à des accusations, avait divulgué de quelle façon UBS avait instauré un système pour inciter certains clients à faire de l'évitement fiscal. Et ce qui est intéressant de la formule américaine, l'IRS, c'est qu'en plus de ça, pour les divulgateurs, il y a même des compensations. Okay? D'ailleurs, ce banquier-là avait reçu une grande somme d'argent parce que ça avait permis de récolter également une grande somme d'argent. J'ai même trouvé un article qu'au Kenya, la formule a été mise en place depuis quelques années également, où des lignes, sites web de divulgation contre rémunération sont également mises en place. Est-ce qu'au Québec, la formule existe ou est-ce qu'elle pourrait exister si elle n'existe pas? Et pourquoi? Merci. M. Monti. Merci, M. le Président. Bien, à cette question, je sais que Revenu Québec considère les informations qui peuvent lui être apportées concernant soit une dénonciation ou soit d'autres pratiques là, qui sont considérées incorrectes. Maintenant, on n'a pas, à ma connaissance, on n'a pas de mécanisme de rétribution pour ces informations-là. Le fédéral, récemment, a annoncé, dans son dernier budget, des dispositions pour que Revenu Canada rétribue ce genre d'informations. Au ministère, ce qu'on a indiqué, c'est qu'on suivrait l'évolution de l'efficacité de la mesure mise en place pour le fédéral pour voir s'il n'y a pas lieu d'y donner suite. Mais effectivement, ça pourrait être une question envisageable. Il faut aussi qu'au niveau disons que ça soit accepté, qu'on fasse ça. Disons qu'il faudrait baliser. Il faut que ça soit fait dans des conditions correctes. Je pense qu'il y a un modus operandi à établir, mais c'est des choses qui sont faisables. Par ailleurs, on n'a pas d'évaluation de l'efficacité globale de telles mesures. Je vais laisser mon collègue de Monsieur le député de Sainte-Rose. Combien de temps il nous reste, Monsieur le Président? Environ une minute. Peut-être que par la suite, le ministère des Finances pourra nous le faire parvenir la réponse à ma question, parce que, étant donné le temps... à ce moment-là, on va demander qu'il nous écrit. Oui. Je vous remercie pour l'information que vous avez mise dans le mémoire. Là, on a bien compris que les paradis fiscaux servent entre autres à dissimuler les pertes fiscales, puis bénéficient de plein d'avantages, dont le secret bancaire et favorise la planification fiscale agressive. Vous avez mentionné dans votre mémoire que 4 sources de pertes fiscales, soit la non-déclaration de revenus, comme par exemple le travail au noir, la dissimulation de revenus comme
les revenus provenant de la drogue ou du proxénétisme, la désobéissance fiscale, comme par exemple le commerce électronique et aussi l'évitement fiscal. Ma question, c'est à savoir, est-ce que vous avez été capable de ventiler les montants de pertes fiscales qui existent parmi ces 4 sources? Et si oui, quel est le potentiel de récupération fiscale dans ces 4 segments? Et quelles sont les actions aussi que vous avez apportées précises pour ces 4 segments de perte de sources fiscales? Si vous avez une courte réponse, je vous donne 2 minutes. Si c'est un peu plus long, écrivez-nous. Alors, rapidement, je remonte le schéma qui comprend les 3 sources principales d'évasion fiscale. De fait, on a estimé les pertes pour le premier bloc, la non-déclaration des revenus provenant d'activités légales. Pour ce qui est de l'illégal et de la désobéissance aux règles fiscales, il n'y a pas d'estimé. Mais à un moment donné, on peut mettre beaucoup de temps à essayer d'estimer, disons, les choses à peu près inconnues. Une fois qu'on connaît l'ampleur globale de l'évasion fiscale, on sait que ça peut être suffisamment important pour prendre une action, c'est de prendre des actions. Alors, et puis, ce qu'on peut faire, qui est encore plus percutant, c'est de mesurer le résultat de nos actions. Et puis ça, je pense qu'on le mesure, on en rend compte annuellement dans nos budgets. Et puis, j'en ai parlé tantôt, globalement, ça se manifeste soit par le résultat, par exemple, de la provision du ministère des Finances ou le résultat des activités de vérification du ministère du Revenu. Tantôt, j'ai mentionné que elles étaient les revenus, les actions du ministère de l'Agence du revenu, de Revenu Québec, généraient des revenus de 3,3 milliards annuellement. C'est 500 millions de plus. Alors, on est capable, non, à certains égards, non pas des fois de mesurer l'ampleur des pertes totales, mais on sait qu'en agissant sur ces différents domaines-là, qu'on a des résultats. Merci. Monsieur le député Rousseau. Oui. Merci, M. le Président. Tout d'abord, bonjour à M. Monti et à tous ceux qui l'accompagnent, que ce soit dans la rangée d'en avant ou en arrière. Le document que vous avez présenté puis la présentation que vous nous avez faite témoignent de la très grande qualité du travail qui se fait au ministère des Finances et je ne peux pas dire que je suis surpris, je suis au courant de ça. Mais en tout cas, merci pour le mémoire, merci pour la présentation. J'ai quand même un commentaire un peu critique et j'ai fait 2 commentaires puis après ça, je vais poser quelques questions. Le commentaire, peut-être pas critique, mais simplement un petit point que je veux dire, c'est que je suis allé voir le texte de Zuckman, là, de M. Zuckman, qui permet d'évaluer le 800 millions. Puis lui, il dit que sa méthode, je peux même vous le dire, je peux même vous le lire en anglais, mais il dit « My method probably delivers a lower bound, in part because it only captures financial wealth and disregards real assets. » Donc, lui, il a simplement regardé le côté financier, puis il n'a pas pris en compte les actifs réels. Bon, là-dedans, il y a des trucs comme les bijoux, des œuvres d'art, là, de l'art même, des lingots d'art. Mais il y a aussi, puis ça c'est plus important, c'est les actifs immobiliers qui ne sont pas pris en compte là-dedans. Puis il dit un peu plus loin, « Registry data show that a large chunk in London's luxury real estate is held through shell companies largely domiciled in the British Virgin Islands. » Bon, alors, donc, il y a des actifs immobiliers de luxe qui sont détenus dans les paradis fiscaux puis qui ne sont pas pris en compte. Cela étant, ça ne veut pas dire que le chiffre n'est pas dans le terrain de jeu, comme on dit, mais peut-être que c'est une borne inférieure et non pas la borne supérieure. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Petit commentaire. Bon, j'ai des questions à vous poser. La première, c'est concernant les conventions fiscales. La loi sur l'impôt du Québec prévoit que, c'est l'article 725 de la loi sur l'impôt, qui dit qu'un particulier peut déduire un montant qu'il inclut dans le calcul de son revenu si il constitue un montant exonéré en raison d'une disposition d'un accord fiscal conclu avec un autre pays que le Canada. Puis les règlements aussi sur l'impôt disent la même affaire. Bon, puis vous savez, on a des conventions fiscales donc avec des pays qui permettent ça, puis on en a certaines qui ont été signées pour éviter la double imposition. Or, il y a des pays avec lesquels on a des conventions dans lesquelles
il n'y a pas d'imposition. Alors, la double imposition, c'est bien théorique, là. Ça n'existe pas vraiment. Alors, ma question, puis peut-être que je sais que si vous avez une certaine réserve à garder, mais ma question, c'est est-ce que vous croyez qu'on pourrait revoir ces conventions fiscales-là? Il y a certains groupes de la société civile qui s'intéressent à la question des paradis fiscaux, puis qui, eux, disent qu'il faut carrément éliminer ces conventions fiscales avec des paradis fiscaux, en particulier là, des conventions qui veulent éviter la double imposition quand, dans ces paradis, on a des taux de zéro, des taux de taxes de zéro. Parce que, dans le fond, ça n'existe pas, la double imposition, dans ce cas-là. On n'empêche rien. Là. Alors, première question. Noté. Ben, je pense que on pense que il faut, comme l'indique l'OCDE dans ses travaux, resserrer l'ensemble des règles qui font partie de ces conventions-là. Parce que les conventions que signe le Canada, souvent sont similaires à celles d'autres conventions que d'autres pays signent. Et la plupart reposent sur les mêmes principes et la même application technique et la même approche fiscale. Il est bien clair qu'après examen, l'OCDE recommande qu'à plusieurs égards, les règles soient resserrées. L'important, c'est que tout le monde le fasse ensemble pour que ça soit efficace. Et même la dernière recommandation de l'OCDE, l'action 15, c'est d'élaborer un instrument multilatéral, de faire en sorte que la nouvelle entente entre les pays signataires fasse en sorte de modifier unilatéralement toutes les ententes, toutes les conventions en place. C'est-à-dire, si on adoptait avec l'OCDE des nouvelles conventions en vertu des règles de prix de transfert, bien, cette entente multilatérale-là fera en sorte que tous les prix de transfert dans les différentes ententes seraient modifiés. Alors, c'est dans ce sens-là, oui, il faut que ces règles soient revues, mais l'important, c'est que ce soit revenu dans les ententes que le Canada avec les autres pays, mais que le Canada les fasse seul, c'est peut-être pas nécessairement le plus efficace. Mais juste là-dessus, peut-être j'aimerais ça que vous expliquiez à la Commission pourquoi vous pensez que c'est pas efficace, parce que moi, je peux concevoir là, que là, il peut y y a une question de compétitivité, là, bon, que pour certaines entreprises, de savoir qu'ils peuvent pas... je peux utiliser des termes durs, je ne le ferai pas, mais donc ils peuvent pas éviter de payer des impôts ici. Ça peut être quelque chose de peu attirant, mais la question se pose. Là. Évidemment, si on a une entreprise qui s'installe ici, on a l'activité économique, mais en principe, ils doivent aussi contribuer là, au fisc. Là, je vous laisse expliquer. Bien, il y a des conséquences que un pays fasse unilatéralement une fiscalité fort différente de celle de tous les autres. C'est qu'il peut y avoir des effets économiques importants, et aussi, ça peut faire en sorte, effectivement, que les entreprises changent leur comportement, utilisent d'autres stratégies. OK. Je suis député. OK, donc, il y aurait moyen de revoir ces conventions fiscales de façon unilatérale, mais ce que vous dites, c'est que vous craignez les conséquences, entre autres, que ce soit sur la décision de demeurer au Québec ou au Canada, ou bien des changements de comportement qui pourraient survenir à la suite, là, d'autres stratagèmes qui seraient utilisés pour éviter de payer de l'impôt. Ça résume-tu ce que vous dites? Ça se rend compte. OK. Puis, est-ce que le même raisonnement s'applique au cas du Québec? Parce que je pense que tout le monde comprendra que le Québec s'harmonise, dans le fond, comme province du Canada, qu'à partir du moment où le Canada décide de signer une convention avec un paradis fiscal, le Québec emboîte le pas. Et évidemment, on peut imaginer, on peut concevoir que le Québec décide de ne pas le faire, mais ce que vous me dites, si je comprends bien, c'est qu'il y aurait des conséquences à ce que le Québec se dissocie de façon trop importante de ce qui se passe dans le reste du Canada. C'est ce que vous dites? Il y a des conséquences. Puis on a vu l'exemple, on en a mentionné de certains pays, l'Italie, par exemple, qui a pris des mesures. On a récemment, on verra l'impact de la taxe Google au Royaume-Uni. Et puis, il y a eu l'Espagne, je pense, dont on parle. Alors, l'idée, c'est de prendre des agissements unilatéraux, uniques. Des fois, l'efficacité des mesures n'est pas au rendez-vous.
OK. Parce que je comprends votre point sur les conventions fiscales. Maintenant, je pense qu'il faudrait qu'on mesure. Là, je vous invite à le faire. Là. Évidemment, je sais bien que vous ne pouvez pas me répondre comme ça. Mais qu'on mesure à quoi on peut s'attendre comme réaction si, de façon unilatérale, le Québec ou le Canada décidait de mettre un terme à certaines conventions fiscales avec des paradis fiscaux. Je comprends votre point. C'est tout à fait réel. Là. Ça a du bon sens ce que vous dites. En même temps, il y a des avantages à remettre en cause ces conventions-là. Je comprends que vous me dites que des accords multilatéraux sont en voie de voir le jour puis de prendre place, qui pourront compenser le fait d'agir de façon unilatérale. Mais en attendant, vous venez de mentionner, le Royaume-Uni, par exemple, est allé d'avant avec sa Google Tax et ils ont fait les mêmes calculs là, que vous faites. Là. Tout le monde fait ces mêmes calculs-là. Ils se disent, si j'agis de façon unilatérale, si je bouge, il y a des conséquences. Puis je vais aller sur la Google Tax plus précisément parce que je voulais justement vous demander si vous pensiez que c'est quelque chose qui devrait être envisagé par le Québec ou par le Canada. Je ne m'attends pas à ce que vous me répondiez de façon précise, hein, mais c'est les Google, Amazon, Apple, Starbucks de ce monde, Uber, mais aussi, bon, ils font de l'argent au Québec. Là. Ils vendent, ils ont des clients au Québec. Puis je pense que c'est correct de dire, évidemment, je n'ai pas accès à leur déclaration fiscale, là, mais je ne m'attends pas à ce qu'ils payent de grandes sommes au Québec puis au Canada. Puis je ne veux pas cibler ces gens-là en particulier. Je pense que c'est le cas de beaucoup d'entreprises, de grandes corporations multinationales. Qu'est-ce qu'on fait là, avec ces gens-là? Là? Est-ce que le nouveau monde dans lequel on va être dans 5 ans ou dans 10 ans va permettre au Québec de récolter sa part? Est-ce qu'une Google Tax, ça pourrait, ou un équivalent, ça pourrait faire l'affaire au Québec ou au Canada? Bien, M. Monté. Merci, M. le Président. Il faut adapter la fiscalité et puis de façon coordonnée l'ensemble des juridictions. Les secteurs qui ont été mentionnés sont intéressants. D'ailleurs, dans le plan de l'OCDE, la première action, par exemple, c'est de relever le défi posé par l'économie numérique. On parle de Uber, par exemple. Bien, est-ce qu'Uber, dans ses revenus, va déclarer c'est de l'économie, c'est un service numérique, si on veut, c'est un service... est-ce qu'on est capable d'avoir... C'est un service. Donc, qu'est-ce qui va être déclaré? Est-ce que c'est la valeur du service rendu dans la juridiction? Même si, par exemple, ça provient... C'est un service qui est donné à distance. Donc, la valeur du service, ça peut être donné dans une juridiction. Hein? Le service numérique peut être donné dans une juridiction et provenir d'un autre endroit. Mais aujourd'hui, la fiscalité repose souvent sur le lieu de localisation de la production. Alors que là, le lieu de production du service peut être différent de là où le service est accordé. Donc, il y a lieu à ce moment-là, puis c'est le premier défi, c'est comment on redéfinit la fiscalité pour faire en sorte que la production soit déclarée là où elle a lieu, ce qui n'est pas évident dans le cas du numérique. En ce qui concerne les actions unilatérales, je vais revenir rapidement du Québec. Bien, quand on pense qu'il peut y avoir une action unilatérale qui donne des résultats importants, bien, on le recommande au gouvernement. C'était le cas dans le dernier budget. Je pense que tout ce qui est le jeu en ligne, bien, le Québec va proposer une action, je dirais, individuelle pour modifier la législation pour faire en sorte de bloquer le passage des sites, des réseaux illégaux de jeux. Alors ça, c'est une action, c'est dans la juridiction du Québec, c'est la taxation des gains de loterie. Là, on pense qu'on a une action individuelle, puisque on a la juridiction sur l'ensemble du secteur. Elle peut être efficace au Canada, dans l'ensemble canadien, avec une fiscalité conjointe avec le fédéral. On pense que les actions sont conjointes avec le fédéral, puis avec d'autres pays, sont encore plus efficaces à ce moment-ci dans les règles de fiscalité internationale pour agir. D'accord. Merci, monsieur. Il vous reste 4 minutes 30. Okay. Merci, monsieur le Président. Alors, député de Saguenay. Pardon?
Monsieur le député, juste pour vous identifier. Ben oui. C'est juste pour vous identifier. Pas de problème. Merci, M. le Président. Monsieur le Alors, député de Sanguinet. merci et bienvenue. Écoutez, je suis content de vous voir. C'est un travail de qualité, c'est clair. Comme d'habitude, vous nous avez toujours habitués à cette excellence-là. Moi, j'ai été un peu surpris parce qu'on entend souvent parler de paradis fiscal, puis on a l'impression que c'est très gros. Là. On a eu un documentaire récemment. Puis le message puis vous me direz si je me trompe, mais le message que je vois là, dans ce document-là, puis je ne sais pas si c'est le bon message que je dois retenir, je vous demande l'information. Là. D'abord, c'est que c'est pas si pire. C'est pas si pire, puis c'est pas en hausse. Moi, c'est ce que j'ai tendance à croire. Quand je dis que c'est pas en hausse, là, je regarde par rapport au graphique, la page 4. Là. Vous avez là, le PIB nominal, en pourcentage du PIB nominal, là, le revenu imposable. Moi, c'est le message, au début, j'ai entendu. Je ne sais pas si c'est correct de ma part. Tu sais, quand on parle de PIB, on va parler de production, là, des pommes, des oranges, des Frosted Flakes, ainsi de suite. Là. Mais moi, ce que je me pose comme question, c'est est-ce que ce graphique-là va permettre de nous faire voir l'importance des paradis fiscaux? Parce que dans le paradis fiscal, comme vous l'avez montré tantôt, dans la stratégie montré tantôt, la valeur du paradis fiscal n'entre pas dans le PIB. Fait que cette mesure-là ne serait pas appropriée pour évaluer correctement, d'après moi, je peux me tromper, mais l'existence de paradis fiscaux à l'intérieur de ce graphique-là. Est-ce que je me trompe? J'ai mal compris? M. Monti. Oui, M. le Président. Ce qu'on peut dire, c'est ce qu'on a voulu indiquer, ce qui est un objet de préoccupation au ministère des Finances, c'est-à-dire, est-ce que les revenus déclarés au Québec correspondent à l'activité économique qui est réalisée? Si dans le temps, l'ensemble des activités économiques qui génèrent des revenus, si dans le temps, ces revenus-là ne sont pas déclarés ou sont déplacés entièrement ailleurs, il va y avoir une réduction du revenu imposable déclaré par rapport à la production, à moins que les données de production de Statistique Canada soient... Non, mais... Ce qu'on observe, c'est que dans les déclarations de revenus, il y a plus de 40 milliards annuellement qui sont déclarés par les entreprises, et ça augmente au moins aussi rapidement que le PIB. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas de déplacés dans les paradis fiscaux. On pense que c'est un phénomène qui nous touche comme il touche toutes les juridictions. Mais est-ce que si ce phénomène-là augmente, est-ce qu'il réduit l'ensemble des perceptions globales aux sociétés ou aux particuliers par rapport à son économie? M. Monti, si vous permettez, on va permettre... Je sais que c'est aussi évident là, de traiter de paradis fiscal que d'apprendre à jouer au ballon à une hippopotame. Mais écoutez, moi, ce que je veux savoir, là, c'est que si moi, je m'en vais dans les paradis fiscaux, mettons, je vends 10 millions au paradis fiscal. PIB, c'est 10 millions. Lui, il fait 10 millions de profit, il vend ça à un autre pays, il se fait un profit de 10 millions. Mais le 10 millions de profit qui est dans le paradis fiscal, il n'est pas dans mon PIB. Fait que cette mesure-là ne me permet pas d'évaluer l'importance du paradis fiscal par rapport au reste du PIB parce qu'il ne rentre pas dans le PIB. C'est ça que je veux savoir. Là. Ma logique, est-tu bonne? Ou ça illustre le paradis fiscal. M. Monti. Allez-y. C'est pas ça qu'on n'a pas voulu mesurer. Ce qu'on a voulu mesurer, c'est est-ce que les revenus déclarés au Québec correspondent à l'activité économique qui est réalisée et est-ce que cette importance relative-là diminue dans le temps? Ce que ça montre, c'est que l'importance relative des revenus déclarés dans l'économie ne diminue pas, et même est en légère augmentation dans le temps. Ça peut résulter d'un ensemble de facteurs. Bien, ça peut résulter notamment des efforts qu'on fait pour inciter les gens à déclarer, des efforts de vérification, des efforts. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas existence quand même que les paradis fiscaux n'ont pas d'effet. Okay. Ils en ont certainement. Maintenant, est-ce que ça gruge de façon croissante nos revenus? Il ne semble pas. On est dans une situation quand même, je dirais, entre guillemets, sous contrôle. Maintenant,
qui nécessite qu'il y ait des efforts continus qui se fassent. Je l'ai mentionné tantôt, la lutte contre les planifications fiscales agressives, ça se fait, ça a généré des revenus, et il y en a des règles fiscales présentement pour contrôler les stratagèmes dans les paradis fiscaux. Est-ce qu'elles sont suffisantes? Non. Et c'est pour ça qu'il faut les resserrer. Puis elles ne se sont pas adaptées à l'évolution de la situation et aux stratagèmes développés dans le temps. Ce qu'on souhaite, c'est que, comme dans le cas des échanges de renseignements sur les comptes bancaires qui vont survenir en 2018, qu'on élargisse ça le plus rapidement possible aux autres règles qui gèrent les ententes internationales. Et puis ça, c'est clairement défini, le rapport de l'OCDE, les 15 actions, ils sont très précises en cette matière-là et ils devraient, si elles sont appliquées, commencer à corriger une partie des flux importants qu'on a vus se déplacer dans les dernières années. Merci. Monsieur le député Mercier. Merci. Merci, Monsieur le Président. Pour faire suite à l'intervention de mes collègues, je comprends que il y a des gens qui investissent beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie à l'intérieur du ministère du Revenu. Je suis sûr au gouvernement, parmi notre administration publique, pour lutter contre l'évasion fiscale. Mais je pense que malgré, je comprends aussi la prudence que vous observez à évaluer l'ampleur de l'érosion de l'assiette fiscale, mais tous les documents à peu près que nous consultons à l'échelle internationale, que ce soit le Fonds monétaire international, que ce soit les 2 rapports au Congrès américain en 2009 et 2010, et à chaque année sont mis à jour, que ce soit le rapport du groupe d'experts des pays du G20 à Londres en 2009, qui a fait école, après laquelle il y a eu plusieurs initiatives, ou le rapport de l'OCDE, partout, on entend une même chanson. Les paradis fiscaux, ça fait de plus en plus mal, le phénomène prend de l'ampleur, on n'est même pas en mesure. Ce qu'on estime, c'est vraiment donc comme mes collègues ont dit. Donc je pense que pour vraiment régler le problème, montrer la détermination, on veut blâmer personne là. Personne ne prétend que c'est à cause du ministère des Finances, du gouvernement du Québec ou du ministère du Revenu. C'est à cause d'un certain nombre de phénomènes structurels pour lesquels on a pu être complaisant, mais le phénomène prend de l'ampleur. Bon, souhaitons que ça soit moins pire qu'ici qu'ailleurs, mais c'est le même tangent. Vous avez dit que, et ça, je trouve ça intéressant parce que ça recouvre, ça vient confirmer ce qu'a dit votre collègue du ministère du Revenu, que chaque dollar investi rapporte entre 9 et 10 $. Encore. Vous avez dit que ça se maintient. Donc, est-ce que vous comptez au ministère des Finances dégager des sommes supplémentaires au cours des prochaines années, puisque je ne connais pas de secteur d'activité où le gouvernement pourrait mieux investir son argent? Écoutez, chaque dollar rapporte 9 $. 900%. En connaissez-vous beaucoup de secteurs d'activité avec autant de rendement? Donc, que comptez-vous investir les prochaines années pour soutenir cette activité, pour que le ministère du Revenu ait tous les moyens à sa disposition? Ensuite, vous avez dit, ça j'aimerais que vous prêtiez une attention à ça, j'aimerais vous entendre sur les mesures déjà implantées, parce que vous avez dit, si on veut endiguer le problème, il faut resserrer et rendre les mesures cohérentes à travers l'ensemble des pays et des législatures. Bon, il y a des décisions qui ont été prises aux États-Unis, Union européenne, Royaume-Uni, Allemagne. Vous les voyez listées à la page 28 du rapport. Obligation pour les firmes de divulguer les sommes transférées à leurs filiales. Hein, ça, c'est quelque chose qui pourrait nous faire du bien. Vous savez, ArcelorMittal, la plus grande mine du fer au monde qui extrait notre métal, il est enregistré au Delaware, ArcelorMittal. Osisco, qui a une des plus grandes mine qui avait une des plus grandes exploitations d'or au Québec, est enregistré au Delaware. Et on sait que le Delaware, c'est surtout pour le transfert, le prix de transfert. Et ça touche les matières premières, ils sont dedans. Alors, qu'est-ce qu'attend le Québec, même si le Québec ne peut pas agir sur toutes les entreprises, mais de dire, dorénavant, toutes mes administrations, tous mes ministères, toute administration publique ne donne aucune autorisation, ne signe aucun papier pour aucun permis avant que ça soit clair, que ces entreprises mettent carte sur table. Ou encore... Une minute, monsieur. Très bien. Je termine. KPMG est enregistré aussi au Delaware. KPMG est poursuivi par le gouvernement fédéral monsieur le député pour Mercier. manquement. Je termine.
Qu'est-ce qu'attend le gouvernement pour dire à KPMG, dorénavant, je ne te donne plus de contrat? Ça, personne ne peut vous le reprocher. Monsieur le député de Mercier, je vous en prie, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez un commentaire, un court commentaire, parce que je dois aller au député de Beauce-Nord. Bien, quant aux ressources consacrées par le gouvernement chaque année, bien, c'est évalué sur la base des résultats. C'est-à-dire que notre devoir, soit au ministère des Finances ou au ministère du Revenu, c'est de montrer que les actions de contrôle et de vérification ou des nouvelles initiatives donnent des résultats. C'est sur cette base-là que les crédits annuels sont accordés. On mentionnera que dans les dernières années, les ressources consacrées par Revenu Québec ont été augmentées de façon importante. Puis, elles ont généré également des revenus additionnels importants, comme j'ai indiqué. Et puis, dans mesure du résultat, en ce qui concerne les définitions ou les exigences, je pense que c'est important que ça soit examiné, les demandes d'information. Encore faut-il, puis c'est notre travail, soit au Québec, au fédéral, de s'assurer que les mesures de divulgation d'informations soient efficaces. C'est-à-dire que, oui, on peut obtenir de l'information, mais si nos règles fiscales, notre législation, notre encadrement juridique puissent permettre, suite à l'obtention de ces résultats-là, d'agir. Effectivement, donc, il faut examiner tout ça. Merci. Monsieur le député de Beauce-Nord. Merci, Monsieur le Président. Je m'excuse de ne pas avoir assisté à toute votre présentation. Messieurs du ministère des Finances, je vous salue quand même. Moi, vous revenez souvent, vous revenez en disant que Revenu Québec va chercher plus d'argent. Ça, on n'est pas contre ça, que tout le monde paye son dû. Mais si elle va chercher plus d'argent, quelle est l'incidence des paradis fiscaux par rapport à l'argent supplémentaire qu'elle génère? Parce qu'on sait que Revenu Québec, et Richter l'a démontré au mois de mars dernier dans son étude, on sait que Revenu Québec a quand même quelques problèmes en ce qui concerne les cotisations abusives. Alors, ça, c'est correct, elle va chercher plus d'argent. Mais par rapport aux paradis fiscaux comme tels, quel est le montant, quel est le pourcentage par rapport à l'augmentation de la récupération? Monsieur Monté. Bien, dans les planifications, les cas de planification abusive peuvent comprendre les planifications fiscales abusives peuvent comprendre des situations où il y a un lien avec les paradis fiscaux. Les cas aussi de vérification d'activités de grandes entreprises. Tantôt, j'ai dit que le taux de couverture avait atteint à Revenu Québec près de 48 pour les entreprises de 60 millions de dollars et plus. Alors, quand on fait une cotisation pour une entreprise, une grande entreprise qui a des activités, une multinationale, par exemple, si on fait en sorte que par suite à la vérification, on augmente son revenu déclaré au Québec, bien, par le fait même, ça va réduire le montant transférable dans un paradis fiscal. C'est pour ça que, oui, les actions directes, par exemple d'information ou de resserrement de règles fiscales internationales sont importantes, mais la vérification usuelle, pour faire en sorte que l'activité économique réalisée au Canada ou au Québec soit déclarée dans les revenus au Québec, est aussi importante. C'est une façon aussi, même encore plus directe, de s'assurer que ce revenu-là n'est pas déplacé. En autant que l'activité au Québec réalisée et déclarée, c'est déjà un premier pas. Le deuxième pas, c'est d'aller faire en sorte que les autres conventions, les autres règles fiscales internationales qu'on a en commun avec les autres juridictions, bien, soient resserrées. Monsieur le député de Beauce-Nord. Merci, Monsieur le Président. On sait très bien que nous sommes ici pour étudier les paradis fiscaux, les incidences monétaires que ça a sur notre propre gouvernement. Maintenant, on doit nécessairement passer pour le fédéral. Ça, c'est évidemment tous les efforts en matière de paradis fiscaux doivent nécessairement passer par des ententes entre pays, et ça, il faut passer par le gouvernement fédéral. Moi, j'aimerais savoir comment que ça se passe avec eux lorsque vous discutez de ça, de ministère des Finances à ministère des Finances.
Est-ce que vous en discutez? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que, ou s'ils sont fermés et qu'il n'y a pas de coopération? On sait qu'avec Revenu Québec et l'Agence de revenus du Canada, il y a une certaine coopération. Maintenant, entre les ministères comme tels, est-ce qu'il y a autant de coopération? M. Monti? Oui, je pense qu'il y a une excellente coopération. D'abord, il y a des discussions au niveau des ministres qui discutent lors des rencontres de ministres des Finances. Il y a toujours des discussions sur l'évolution de la situation au niveau des ententes internationales. Également des discussions au niveau des sous-ministres. Alors, notamment suite au dépôt des recommandations du rapport de la Commission d'examen sur la fiscalité, le rapport Godbout. Il y a une présentation du rapport puis des recommandations qui concernaient l'international à une réunion des sous-ministres des Finances au mois de juin dernier. Il y a aussi des comités statutaires des sous-ministres adjoints en fiscalité, auxquels participe mon collègue ici, Marc Grandisson, où au plan technique, l'ensemble des mesures de contrôle fiscal puis de resserrement sont examinées puis font l'objet d'examen. Mais chacune de ces mesures-là doit être examinée à la lumière de l'encadrement juridique, de l'efficacité des mesures à mettre en place. Donc, pour atteindre un objectif visé, quelle est la meilleure technique fiscale à employer? Puis ensuite, c'est voir l'applicabilité. Donc, les ministères des Finances de chaque juridiction doivent s'entendre avec les agents par secteur, donc Revenu Canada et Revenu Québec. Est-ce que ce qu'on va annoncer comme mesure fiscale, c'est gérable? Donc, il y a quand même, pour chacune des mesures déployées, vous en avez des exemples dans le document, là, des resserrements qui ont été faits, soit pour les fiducies de revenus et toutes sortes de montages, toutes sortes de planifications financières. Bien, chacune de ces mesures-là doit être examinée sous tous ces aspects-là pour s'assurer de leur efficacité. Mais je vous dirais que il y a eu il y a de la bonne collaboration, puis même il y a un effet d'émulation. Je prends l'exemple que je vous ai donné tantôt. En 2009, le ministère des Finances du Québec a annoncé individuellement, là, je dirais unilatéralement, des mesures pour contrer les planifications fiscales agressives qui peuvent concerner les paradis fiscaux. Puis le fédéral a suivi ultérieurement, puis a mis en place des dispositions similaires. Donc, de part et d'autre, je dirais, il y a des échanges constants. Des fois, il y a on agit avant le fédéral. Des fois, on s'harmonise au fédéral, mais je dirais que ça crée des discussions puis une émulation constante là, pour atteindre ces objectifs. Merci, M. Monti. Monsieur le député. Merci. Est-ce que vous êtes au courant s'il y a une planification au niveau fédéral en matière d'évasion fiscale en ce qui concerne les paradis fiscaux? M. Monti. Bien, c'est ce dont on vient de discuter, notamment là, la planification. Est-ce qu'il y a une planification, là, dire, là, voici là, où on s'en va, qu'est-ce qu'on fait? Là? Bien, moi, je ne peux pas vous en dire plus que ce qui est annoncé dans leur budget officiellement. Là. Je pense que clairement, il y a eu une orientation dans les dernières années. Je ne sais pas, Marc Grandisson, qui est au courant des discussions aussi dans certains comités, peut compléter. C'est que, merci. Comme M. Monti le disait, quand on envisage une nouvelle mesure, il faut regarder, bon, est-ce que comme au Québec, on dit, bon, est-ce que je peux y agir seul? Est-ce que c'est quelque chose que, donc, il y a des choses dans les budgets encore, contre des mesures d'intégrité qu'on a mis sur des interpositions de fiducie dans le contexte de certains crédits purement québécois. Donc ça concernait juste notre fiscalité. On pouvait agir sans créer de double imposition ou de répercussions dans le reste du pays. On l'a fait tout seul. Le fédéral, eux, se posent la même question. Donc, est-ce que je peux agir sans faire de répercussions et de manière non coordonnée avec les autres? Et c'est pour ça que dans pratiquement tous les budgets depuis 10 ans, puis là, on est dans le mémoire à la page 105, on a des exemples depuis 2010 que le fédéral intervient sur des mesures au niveau international pour restreindre les prix de transfert, pour aller encore plus pour des règles de capitalisation restreintes. Donc, agir de manière à resserrer ces règles à mesure que les mesures sont connues, mais dans les choses où on peut agir sans être coordonné. Et là, les mesures coordonnées, là, le fédéral est impliqué avec l'OCDE
et suit les travaux de manière, participe aux travaux. Et d'ailleurs, je viens d'avoir une invitation de mon collègue au fédéral pour participer à une appel conférence la semaine prochaine sur les travaux de l'OCDE. Donc, c'est... Il me reste encore du temps? Oui, il reste encore 2 minutes. OK. Dernière question. Vous auriez 2 recommandations ou 2 règlements à faire appliquer sur toute une panoplie, lesquels, pour vous, vous semblent le plus important à faire appliquer par le Québec, que le fédéral pourrait embarquer pour qu'on pourrait mieux contrôler l'évasion fiscale? 2 recommandations, ce serait quoi? Les 2 plus importantes, selon vous? Monsieur Monti. C'est de faire en sorte de contribuer à l'avancement des travaux de l'OCDE le plus rapidement possible. La première chose, de s'entendre sur ces mesures-là. Deuxièmement, faire en sorte que l'exécution soit le plus rapidement possible. L'OCDE visait, lors de la publication de ces documents, un échéancier de l'ordre de 2 ans. Je pense que c'est un échéancier ambitieux, mais quand même, c'est un horizon possible si l'ensemble des juridictions décident de mettre l'épaule à la roue. 61 juridictions, là, 61 à l'intérieur du groupe de G20 avec l'OCDE. Okay. Merci, c'est tout, M. le Président. C'est bien. Merci beaucoup. Donc, merci, M. Monti, de votre participation. Merci aux gens du ministère des Finances. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure à Revenu Québec, il se peut que nous ayons des questions additionnelles à vous poser et nous allons vous les adresser directement. La Commission va s'adresser à vous. Dans nos réflexions, si on a des questions additionnelles, à ce moment-là, on va vous les poser. Tout simplement nous répondre par écrit aux questions qu'on vous posera. Merci. Je vais suspendre quelques instants afin de permettre à M. Éric Lauzon de prendre place.